On y va. Baromètre soins de support. 711 médecins qui ont été interrogés par le biais soit de téléphone, soit de courrier, soit par réponse Internet. La société Colorado a joué le jeu pour les appeler quand on avait un déficit de réponse. C'est une étude qui s'est tenue pour les médecins de septembre 2013 à novembre 2013 sur 2 mois. Et vous voyez que la répartition en France était relativement homogène. Beaucoup de Parisiens. Alors ça, c'est pour faire rougir les provinciaux. Peut-être un petit peu moins dans le nord et dans l'est, mais vous voyez qu'on a une répartition qui est quand même intéressante. Et surtout, si on se compare au baromètre qui avait été réalisé en 2010, on a plus que doublé le nombre de réponses, puisqu'on avait 330 réponses en 2010. On a 711 médecins qui ont joué le jeu cette année. On a beaucoup de médecins qui viennent de centres hospitaliers, pas mal de CHU, un petit peu de groupes unicancer, mais en clinique privée, vous voyez qu'on a quand même 19% de praticiens qui ont accepté de répondre à ce questionnaire. Le profil des médecins, on a interviewé des oncologues médicaux, on a interviewé des radiothérapeutes, on a interviewé des gastro-entérologues, des hématologues, avec une balance qui était plus en faveur des mâles. Donc la parité n'était pas tout à fait respectée dans cette étude non plus. En ce qui concerne les patients, 1562 patients interrogés. C'est pas mal quand même comme résultat. C'est une cohorte qui est importante et ça a été relevé par différents journaux. Merci Anne pour l'accompagnement. Cette étude s'est déroulée, elle, du 21 octobre 2013, 2012, non 2013, au 13 janvier 2014, au début de l'année. Les établissements de soins, vous voyez que là, pour la répartition, on est plus sur des centres hospitaliers publics que privés. Ça, c'est le défaut d'avoir utilisé des internes. On a des internes essentiellement dans les centres hospitaliers publics et CHU, et pas beaucoup dans les centres privés. Il a été difficile de mobiliser les équipes au niveau des centres privés pour aller chercher les patients. Ça prenait un petit peu de temps. On espère dans l'avenir pouvoir aller un peu plus loin vers le privé. Vous voyez que la répartition en France était, là encore, relativement homogène. Sur le plan tumoral, on avait une proportion importante de patientes atteintes de cancer du sein. Le deuxième type de cancer qui a été représenté, ce sont les tumeurs hématologiques et puis les cancers digestifs. On avait travaillé avec la FFCD en 2010, on a retravaillé avec la FFCD cette année. Donc merci à eux également d'avoir accepté de jouer le jeu. Mais forcément, comme on a beaucoup de patientes atteintes de cancer du sein, on a pas mal, une proportion intéressante de patientes ou de patients au stade adjuvant, avec la moitié des malades en stade adjuvant. L'autre moitié, soit en stade métastatique, soit au stade palliatif. Les patients recevaient pour la plupart un traitement de chimiothérapie, donc pour la plupart en adjuvant ou en métastatique. Une proportion importante avait déjà été opérée et un tiers d'entre eux avaient déjà suivi une radiothérapie ou étaient en cours de radiothérapie. Vous voyez qu'en termes de thérapie ciblée, c'est un résultat qui est intéressant. On a globalement que 25% de patients qui étaient en cours de thérapie ciblée. Alors, ce sont les réponses qui ont été données. Est-ce que les patients avaient entendu la notion de thérapie ciblée ou pas? On a l'impression d'un chiffre qui n'est pas si important que ça, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Alors, par rapport à 2010, est-ce que les organisations de soins de support existent en France? Est-ce qu'elles sont plus nombreuses qu'auparavant? Ben oui, youpi tralala, on a réussi. Donc le baromètre 2010 avait donné des informations en disant qu'il y a 71% des établissements chez les répondeurs qui ont mis en place une organisation de soins de support. Avec le travail de l'association francophone pour les soins oncologiques de support, avec les newsletters, les journaux qu'on essaie de faire sur les différents congrès internationaux et nationaux autour des soins de support, peut-être que la mayonnaise prend petit à petit. Aujourd'hui, on a 8 établissements sur 10 qui ont mis en place une organisation de soins de support. C'est une réponse de la part des médecins, donc qui savent normalement ce qui existe dans leurs établissements. Comment ça se répartit? Essentiellement dans le groupe unicancer, puisque c'est leur particularité. C'est ce qu'on appelle les DISPO, les départements interdisciplinaires de soins de support. Dans les CHU, en majorité, ce sont des services dédiés, comme on a ici à l'hôpital européen Georges Pompidou, avec 8 lits qui sont totalement dédiés aux soins de support, que nous avons appelé avec Vincent Lenevacher SCUP, le Supportive Care Cancer Unit Pompidou, histoire de faire quelque chose tout à fait audible. Et vous voyez que dans les PSPH SPIC, donc les d'autres centres publics ou privés sous contrat, on a cette fois-ci une majorité d'entre eux qui présentent une organisation dédiée, organisée de manière transversale. C'est-à-dire qu'on regroupe les différents intervenants en transversalité pour travailler avec eux. La notion de guichet unique
est relativement rare, dans 2% des cas, et essentiellement, voire exclusivement, dans les centres unicancer, c'est-à-dire les centres de lutte contre le cancer, pour nos amis américains. Et la fiche de repérage, vous voyez que c'est relativement rare également. C'est quelque chose à développer, et l'AFSOS aimerait pouvoir développer cet item pour essayer de dépister, de décrypter les souffrances des patients et de pouvoir les orienter au mieux vers les équipes transversales. Est-ce que le codage, est-ce que la valorisation financière est mise en place dans nos établissements? 42% des établissements l'appliquent, 10% des médecins savent qu'il y en a une mais ils ne l'appliquent pas, et 48% n'en ont même pas connaissance. Donc ça, c'est un effort important. On dit en permanence que les soins de support coûtent cher. Pour le vivre au quotidien en hospitalisation, ça ne coûte pas cher, enfin ça coûte de l'argent à la société, mais ça rapporte à l'hôpital et ça rapporte parfois même de façon plus efficiente que d'autres services d'hospitalisation. Donc les soins de support sont intéressants pour les hôpitaux, c'est intéressant d'abord pour l'accueil des patients, pour l'organisation autour du malade, et puis c'est intéressant d'un point de vue économique pour un centre hospitalier. Mais il faut développer cette connaissance du financement et essayer de l'appliquer. Les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires autour des soins de support, est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'il y a des RCP dédiés? Est-ce qu'il y a une discussion au sein de RCP d'organes? Il existe en France 40% d'établissements qui ont mis en place une réunion de concertation pluridisciplinaire dédiée aux soins de support. Dans 60%, ça n'existe pas. En revanche, dans 73% des cas, quand ça n'existe pas, eh bien, on a cette discussion en RCP d'organes. Donc ça veut dire que les soins de support ont intégré les discussions dans les équipes. Les soins de support font partie de la réflexion de l'ensemble des praticiens aujourd'hui, et on va vers ce regard autour des risques et des souffrances des malades. Ça, c'est une diapo sur l'intégration dans un vrai dispositif de soins de support. Bon, ça, c'est essentiellement le dispo, donc forcément, on n'a pas beaucoup de centres qui ont répondu. Quelle perception des soins de support par les patients? Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a fait un petit laïus, j'ai fait un petit laïus dans le cancer de la prostate autour de l'écart de perception entre praticiens et patients. Donc, quelle est la perception des soins de support déjà par les médecins? Les soins de support, pour la quasi-totalité des médecins, c'est les soins palliatifs, la prise en charge psychologique, l'aide sociale, l'accompagnement nutritionnel et la consultation d'annonce. Tout ça, on est à 98% de réponses. C'est dans le top 5. Ensuite, vous voyez la kiné, vous voyez l'aumônerie, vous voyez des soins esthétiques, vous voyez la stomatologie, et vous voyez que l'algologie arrive en position relativement faible, alors que 60 à 70% de nos patients sont douloureux. Que déclarent les patients? Les patients déclarent s'être vus proposer des consultations en psycho-oncologie, en nutrition et en consultation d'annonce entre 55 et 60% des cas. Donc on a déjà un écart entre ce qui existe sur les sites, dans les départements, et ce qui est proposé aux différents patients. Il n'est pas question de critiquer quoi que ce soit, il n'est pas question de proposer à 100% des patients une prise en charge psycho-oncologique, il n'est pas question de proposer à 100% une prise en charge nutritionnelle, mais est-ce que le dépistage est réellement fait au quotidien pour l'ensemble des malades? Quand on voit que la consultation d'annonce qui, dans le plan cancer, doit être proposée à 100% de nos malades, on a dans la moitié des cas un écart qui est relativement important. Les patients déclarent avoir effectué au moins 49% de consultation d'annonce, 40% de consultation diététique, 31% de prise en charge psychologique. Dans la dernière étude Nutri-Cancer, qui est une évaluation, pareil, une observation sur le territoire national français de l'état nutritionnel des patients, on a vu qu'à peu près 40% des patients étaient dénutris. Donc ça colle assez bien finalement à ce qui est proposé en termes de prise en charge nutritionnelle. Donc là, on a un résultat qui est plutôt positif. En revanche, encore une fois, la consultation d'annonce, je pense qu'il est temps de réfléchir, de réagir peut-être sur le rôle de ce dispositif d'annonce, sur le rôle de la consultation d'annonce et peut-être de l'infirmière d'annonce. Peut-être réfléchir à son exercice aujourd'hui. Est-ce qu'elle est retournée aux soins? Est-ce qu'elle est toujours autour de l'annonce? Est-ce qu'on l'a intégré à un dispositif de coordination de la prise en charge? Voir est-ce que son rôle a été développé dans une fiche de poste vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'infirmière clinicienne, notamment pour la gestion des patients après cancer et en ville. Ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui, auxquelles il est important et urgent de pouvoir réfléchir. Avec l'aide sociale, 22% des réponses, le dentiste, 20%. Quand on vient de voir ce qui se passe au niveau de la bouche avec Joël Epstein et avec Mario Lacouture et René-Jean Bensadoun, on se rend compte qu'on a peut-être besoin de majorer un peu ce recours à la dentisterie.
Quel professionnel exerce autour du patient? Qui est le médecin référent, finalement, autour de malade? Qui est celui qui va plus le proposer ou présenter les soins de support aux patients? C'est l'oncologue référent. C'est l'oncologue référent pour les médecins. Donc à 78%, nos oncologues qui ont répondu à l'étude disent « c'est moi, Bibi, qui répond, qui présente les soins de support ». C'est moins qu'en 2010. C'est moins qu'en 2010 parce qu'en 2010, on était à 88% de réponses pour cet item. En revanche, regardez le résultat pour l'infirmière d'annonce. L'infirmière d'annonce, elle présentait les soins de support dans 57% des cas en 2011. Aujourd'hui, elle présente les soins de support dans 41%. Ce qui fait réagir et ce qui fait vraiment poser la question de cette évolution du poste de l'annonce pour les infirmières. Il existe aujourd'hui des équipes dédiées qui se majorent progressivement et puis toujours un peu d'intervenants ponctuels. Par qui ces consultations de soins de support sont-elles proposées? Ça, c'est la réponse des patients. On vient de voir les médecins. Réponse des patients. C'est proposé par mon oncologue référent dans 63% des cas. Vous voyez qu'on n'est pas si loin de la vérité entre ce qui est fait par les praticiens dans les établissements et ce qu'on éprouve réellement les patients, ce qu'ils récupèrent réellement comme information. Ça, c'est une donnée qui est intéressante. Pour faire un petit regard vers la thèse de Gisèle Schwesthoff à Lyon, qu'elle avait soutenue en 2010 ou 2011. Gisèle avait montré que le temps passé avec l'oncologue référent, même si ça dure 10 minutes dans tout le parcours de soins du patient, c'est le moment qui est le plus mis en avant par le patient dans tout son parcours de soins. C'est un moment fondamental où on va parler de la maladie, peut-être du pronostic, peut-être du traitement, mais c'est ce qui va rester dans la mémoire du patient. Et quand on voit ce résultat, on voit que si l'oncologue référent s'investit de ce regard sur les soins de support, sur la souffrance, si l'oncologue référent est capable d'identifier 2-3 items et de passer la main après à des équipes qui, elles, vont prendre en charge le malade, alors c'est gagné. Ça veut dire qu'on va rentrer dans l'esprit des patients, dans cette prise en charge qu'on peut leur proposer. Vous voyez que l'équipe soignante est très importante également dans cette proposition des soins de support, 42%. Et c'est beaucoup plus que l'infirmière d'annonce qui, elle, ne le propose que dans 23% des cas. Sans jeter de pierre à nos amis infirmières qui font de l'annonce, je pense qu'il est vraiment temps de retravailler avec elles sur ce que sont les soins de support, sur les 4 temps qui ont été définis dans le premier plan cancer, le temps 3 étant dédié au dépistage des souffrances et à la présentation des équipes référentes en soins de support. Alors là, on va vers l'oncologue référent autour du contact. Parce que c'est bien de dire l'oncologue référent présente les soins de support, mais finalement, est-ce que l'oncologue référent est vu régulièrement, est vu fréquemment? Vous allez voir tout à l'heure, c'est intéressant par rapport à ce qui se passe en ville. L'oncologue référent est vu à la demande dans 23% des cas, un quart des réponses, une fois par mois ou plus pour 40% des patients. C'est fréquent, c'est régulier et c'est systématisé. Donc on a un investissement en France aujourd'hui auprès des patients qui est relativement important. Et quand on n'est pas une fois par mois ou plus, on est une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois, au moment certainement des évaluations tumorales. Et vous voyez qu'on a quand même un contact avec l'oncologue référent qui est relativement fréquent. Qu'est-ce qui se passe en ville? Qu'est-ce qu'il fait le médecin généraliste? Parce qu'on dit tout le temps ça, 3 plans cancer, premier plan cancer, deuxième plan cancer, troisième plan cancer. Où est le généraliste? Il faut travailler avec le généraliste. Ou l'hôpital ne travaille pas avec le généraliste. Il faut travailler sur le lien ville-hôpital. Qu'en pensent les patients? Regardez, les patients estiment que le contact principal en ville, ça c'est réponse patient, c'est le médecin généraliste à 84%. Et c'est lui qui va être en première ligne donc, pour présenter les soins de support. Est-ce qu'il connaît déjà la définition des soins de support? Est-ce qu'il sait ce que ça représente? Est-ce qu'il connaît les traitements de support, les organisations qui existent autour? Peut-être pas. Donc là, on voit qu'on a vraiment une accroche à avoir auprès des médecins généralistes parce que c'est notre relais en ville, effectivement. Il faut travailler avec lui. L'infirmière libérale, 58% des réponses, c'est mon contact principal. Et le pharmacien, 52% des réponses. Un patient sur 2 estime que son pharmacien est un contact important en ville. Donc ça veut dire que sur ces 3 personnes, le médecin traitant, l'infirmière libérale et le pharmacien, on a vraiment un rôle à jouer dans notre lien ville-hôpital. Donc il est très certain que l'ensemble des programmes qui sont développés pour faire ce lien entre ce qui se passe en ville et ce qui se passe dans les établissements doit passer par ces 3 interlocuteurs privilégiés. Mais à quel rythme se font les rencontres avec le médecin traitant, avec le médecin généraliste? À la demande, 60% des réponses. À la demande, ça veut dire que j'appelle mon médecin quand ça ne va pas. Docteur, j'ai mal. Oui, mais ça fait 3 mois que je ne vous ai pas vu. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé avant? Parce que j'ai été suivi par l'hôpital, mais aujourd'hui j'ai mal, je voudrais que vous veniez à la maison.
Qu'est-ce qui se passe pour un médecin généraliste qui, vous l'avez vu, pour le patient est au centre de la prise en charge en ville, qui n'est pas forcément au courant des nouvelles thérapeutiques, des nouvelles avancées, qui n'est pas forcément au courant de ce qui a été développé en termes de soins de support dans sa région, et qui va être appelé pour accompagner le patient, alors que le patient était perdu de vue. C'est là qu'on a certainement quelque chose à jouer également, c'est renforcer ce lien peut-être plus systématisé, plus régulier avec le médecin généraliste, de façon à ce qu'il ne soit pas tributaire d'une demande de patient, mais qui rentre réellement dans ce parcours de soins, dans ce processus de prise en charge qui lui permet, au médecin généraliste donc, de voir de façon plus fréquente le patient et donc de mieux suivre son dossier. Est-ce qu'il existe des structures de coordination pour le suivi en ville? Oui, dans 57% des établissements. C'est mieux qu'en 2011, on n'avait que 40%. Donc là encore, il y a un effort qui a été réalisé. On commence à mettre en place un lien avec la ville, mais c'est encore trop insuffisant par rapport à ce dont nous aurions besoin. En termes de traitement de support et d'information autour de ces traitements de support, c'est une thématique qui est très importante. On parle de guidelines depuis tout à l'heure, on en reparlera beaucoup demain. On parle de tous ces traitements qui accompagnent le patient. Finalement, est-ce qu'on fait une bonne information? Bon, je ne vous le cache pas, il y a un regard très éthique derrière ce type de questions sur l'information et la communication auprès du malade, mais ce sont des données qui sont intéressantes. Patient traité par agent stimulant l'érythropoïèse. Question, médecin. Êtes-vous au courant des effets indésirables liés aux agents stimulant l'érythropoïèse et quels sont-ils? Oui, je suis au courant et ça entraîne un risque de thrombose. 77% des réponses, c'est vrai. Oui, je suis au courant et ça a un impact potentiel sur la survie et sur la réponse tumorale. La réponse en 2014 est encore oui, 19% des cas. Est-ce qu'il y a un autre effet? Oui, 21%, sans que ça soit détaillé. Aucun effet secondaire, 13%. Est-ce que, puisque vous exprimez l'existence de réponses, vous en parlez à vos patients? Est-ce que j'en parle systématiquement à 100% de mes patients de ces risques? La réponse est oui, dans 49% des cas. Ça veut dire que dans 51% des cas, alors qu'on est au courant des effets indésirables, on n'en informe pas le malade. Ça, c'est le regard médecin. C'est du verbatim, je déclare ou je ne déclare pas, exprimer les risques d'effets indésirables à mon malade. Maintenant, pardon. Est-ce que vous demandez une prise de sang régulièrement aux patients? La réponse est oui. À quelle fréquence? La majorité des cas, c'est toutes les 2 semaines ou tous les mois pour le suivi. On passe au traitement par morphinique. À quel pourcentage de patients traités par morphinique parlez-vous de l'éventualité d'effets indésirables? À 100% de mes patients, 74%. 49% pour les EPO, 74% pour les traitements par morphinique. Finalement, on maîtrise mieux les morphiniques, ça fait plus longtemps qu'on les utilise, et puis il n'y a pas eu tout un tas d'études, 9 au total, qui ont montré qu'il y avait un effet potentiellement péjoratif si on ne suivait pas les guidelines. Est-ce qu'on connaît les guidelines? On en a parlé tout à l'heure avec Mathia Pro notamment. La réponse est pas forcément très très bien. Est-ce qu'on les applique? Encore moins. Et puis, à ces patients traités par morphinique, est-ce que vous prescrivez systématiquement un traitement par laxatif? La réponse est oui, dans 48% des cas. Quel est le risque principal, la complication principale des paliers 3? C'est la constipation. Normalement, on doit prescrire systématiquement un laxatif. Ce n'est pas fait. Est-ce qu'on prescrit un traitement antiémétique? C'est encore plus aléatoire. Maintenant, on va passer du côté patient. Vous a-t-on prescrit des traitements de support? La réponse est oui, dans 63% des cas. Donc la plupart des patients reçoivent un traitement de support. Et qui vous les a proposés? Youpi, tralala, on travaille bien avec les oncologues, c'est mon oncologue référent, 74%. Donc c'est lui qui, là encore, est au centre de la prescription des traitements de support. Antiémétiques, antalgiques, traitements d'accompagnement nutritionnel, etc. Vous voyez que le médecin traitant, le médecin généraliste, n'intervient que pour 15% des prescriptions de traitement de support. Donc là encore, est-il au courant? Les connaît-il? Est-ce qu'il est au courant des guidelines? Probablement pas, d'autant plus qu'il est prescrit très peu. Comment s'intéresser à un traitement que je ne connais pas et que j'applique rarement? La réponse est difficile. Est-ce qu'on vous a parlé des effets positifs des traitements de support? La réponse est oui, à 88%. Super, je vous donne ce traitement parce que ça va donner tel effet positif. Qui en a parlé? D'abord l'oncologue référent. Et là, je vais directement à la dernière ligne, le pharmacien. Oui, je parle des effets. Oui, j'ai reçu une information sur les effets positifs des traitements de support par mon pharmacien dans 6% des cas. Le rôle du pharmacien, c'est le professionnel du médicament. Je pense que Jean-Baptiste Ray, qui passera peut-être sur le congrès, pourra nous le crier haut et fort. Mais le professionnel du médicament, il faut qu'il travaille encore plus sur le médicament pour en informer le malade. Et ça veut dire qu'on a vraiment besoin de travailler encore en lien avec eux, puisque vous vous souvenez tout à l'heure, le pharmacien est l'un des 3 pivots de la prise en charge au domicile du malade.
Est-ce qu'on vous a parlé des effets négatifs? Alors on parle à 88% des effets positifs, des effets négatifs, c'est un peu plus difficile. 64% de réponses, oui, on va parler des effets négatifs. Et qui en a parlé? L'oncologue référent, 75%. Donc on a investi sur la présentation des effets positifs, mais également sur la présentation des effets négatifs. Ça, c'est bien. On va directement à la ligne suivante, le pharmacien, 7%. Alors autant parler des effets positifs, c'est peut-être plus le rôle du médecin, du prescripteur, autant parler des effets indésirables, c'est vraiment un rôle fondamental du pharmacien quand il va délivrer le médicament. Donc il est urgent de pouvoir se préoccuper du pharmacien qui a été totalement absent, exclu, je dirais, de la rédaction des plans cancer 1 et 2 en France, qui apparaît un petit peu dans le plan cancer 3. Il est vraiment urgent de le mettre en avant. Et notre rôle, à nous, professionnels de la maladie cancéreuse et de l'accompagnement du malade, ça va être de promouvoir le lien avec le pharmacien d'officine. Et peut-être, en passant par le pharmacien hospitalier. Enfin, soins de support et stade de la maladie, traitement médicamenteux de support. Est-ce que c'est prescrit de façon systématique? Oui, au moment du diagnostic, au stade adjuvant, entre 36 et 40% des situations. Au stade adjuvant, c'est, par exemple, dans le cancer du sein, des protocoles avec de l'épirubicine, du cyclophosphamide et du 5-FU. C'est un grade 3 des nausées et vomissements pour l'AFSOS, pour la masse. C'est un grade 4, high level, pour les Américains, à l'ASCO. On devrait normalement avoir une prescription pour la totalité des patients d'antiémétiques. Vous voyez que 40% seulement des praticiens prescrivent un traitement de support en stade adjuvant. En revanche, quand on arrive en phase palliative, on a là une immense majorité des patients qui vont avoir une prescription de traitement médicamenteux de support. Et c'est exactement pareil pour les traitements non médicamenteux. Donc qu'on soit sur les médicaments ou qu'on soit sur l'organisation mise en place autour du patient au cours de sa maladie cancéreuse, et vous voyez qu'on en parle beaucoup plus de ces soins de support en phase palliative qu'en phase diagnostique ou adjuvante. Est-ce que le terme soins de support finalement est connu du grand public? Réponse patient. La réponse est oui pour un tiers d'entre eux. Les patients ne connaissent pas le terme soins de support. Nous n'avons pas diffusé suffisamment encore aujourd'hui autour du terme soins de support. On a beaucoup diffusé autour des médecins. Et il y a encore du progrès à faire parce qu'on imagine encore trop ces soins de support uniquement à la phase ultime de la maladie en fin de vie avec des phases métastatiques. Si on utilise le terme palliatif pour la fin de vie, il faut qu'on travaille encore plus au niveau du grand public et c'est l'un des objets de ce baromètre. C'est pour ça qu'on a travaillé autour de la conférence de presse, pas pour faire de la gloriole et dire qu'on a fait un super travail, mais surtout pour informer le grand public de ce que sont les soins de support, de leur définition, de leur importance pour leur prise en charge et pour leur accompagnement au cours de la maladie cancéreuse. Je vous rappelle que les soins de support rapportent un bénéfice en termes de qualité de vie, mais peuvent potentiellement rapporter un bénéfice également en termes de survie parce qu'ils améliorent la tolérance au traitement si on les prend le plus précocement possible dans la maladie. Enfin, quelle est la définition des soins de support? Eh bien, les soins de support sont définis par les patients un petit peu sur tous les plans. Ce sont des soins complémentaires au traitement du cancer, ce sont des médicaments pour mieux supporter les thérapies, ce sont des médicaments pour augmenter l'efficacité des thérapies, ou une prise en charge différente avec une équipe dédiée. Bref, on a un petit peu un melting pot de tout. On ne sait pas trop vraiment ce que c'est. En revanche, les soins palliatifs, le terme est très connu par les patients. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme soins palliatifs? Oui, 80% des cas. Et ce qui est très intéressant, regardez la définition que donne la majorité des patients, 60% des patients. Les soins palliatifs correspondent à un accompagnement des traitements anticancéreux pour améliorer mon confort et ma qualité de vie. Eh oh, c'est les soins de support, ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à Boston il y a un mois? Il y a un mois, on avait le regroupement entre la MASC, Supportive Care, David Ward qui est présent, l'ASCO, avec le développement de ce regard autour Supportive Care, Palliative Care, et l'association de soins palliatifs et des hospices aux États-Unis. Cette rencontre entre les trois entités ont créé une nouvelle perception pour essayer peut-être de développer cette sémantique auprès du grand public, pas nécessairement auprès des professionnels, mais peut-être auprès du grand public. C'est le patient-centered care, le patient au centre du soin, au centre de l'accompagnement. C'est certainement là-dessus qu'il faut qu'on travaille auprès du grand public, sans qu'il y ait de disparition d'aucun terme que ce soit. Et ça, Dorothy Keefe, la vice-présidente de la MASC l'a bien rappelé, il n'est pas question de remettre en cause le terme soins de support ou palliative care. Il est question de pouvoir travailler en commun et d'essayer de pouvoir promouvoir cette prise en charge du malade depuis le diagnostic jusqu'à l'accompagnement en fin de vie si nécessaire ou dans la phase après-cancer chez ce qu'on appelle aux États-Unis le survivor care. Pour conclure,
Les soins de support, c'est un progrès, c'est un véritable progrès, et ils vont en progressant dans le temps, dans les établissements et dans toutes les régions en France, avec un effort à mener autour de l'information, autour de ce que sont les soins de support et autour des différentes thérapeutiques utilisées, mais également autour des effets bénéfiques et des effets péjoratifs de ces traitements. Dans le lien ville-hôpital, tout reste à faire, on a de la matière et il y a de l'attente. Il y a de l'attente de la part des patients, de la part des professionnels de santé. C'est difficile toujours, quand on est hospitalier, de dire « oui, mais j'arrive jamais à voir le généraliste ». C'est toujours difficile de la part du généraliste qui dit « j'arrive jamais à voir l'hôpital ». Personnellement, j'ai été confronté à plusieurs reprises dans des réunions avec des médecins généralistes en essayant de prôner justement cette volonté d'aller vers eux et de mettre en place des organisations pour favoriser ce lien ville-hôpital. La seule réponse que j'ai pu entendre, c'était « c'est quoi votre téléphone ? Donnez-nous un numéro de téléphone. Donnez-nous un numéro de téléphone. Donnez-nous un numéro de téléphone ». C'est inscrit dans le plan cancer 3, donc ils ont reçu le numéro de téléphone. Il n'empêche qu'on a vraiment besoin de travailler pour dépasser ce numéro de téléphone et les inclure directement dans le parcours de soins. Puis enfin, promouvoir au niveau du grand public ce que sont les soins de support, ça c'est fondamental. À partir du moment où les patients viendront voir les différents praticiens, oncologues référents, radiothérapeutes, chirurgiens, tout professionnel de santé, en disant « j'ai mal, je suis fatigué, j'ai peur, j'aimerais que vous me souteniez », à ce moment-là, certainement, l'écoute de la part des professionnels sera différente et on développera encore beaucoup plus la prise en charge de nos patients atteints de cancer en France. Merci beaucoup.